Un fermier ordinaire a découvert un tunnel sur sa terre après un tremblement de terre. Mais ce qu'il a vu à l'intérieur a changé sa vie pour toujours et a choqué le pays entier. Abonnez-vous. Écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. La matinée avait commencé comme n'importe quelle autre sur la terre des Hale. Un lever de soleil lent et doré se déversait sur l'horizon plat, réchauffant le sommet des hauts épis de maïs et scintillant sur les gouttes de rosée accrochées aux poteaux de clôture. Jerome Hale était debout avant le premier chant du coq, ses bottes bien lacées, son chapeau usé tiré bas sur son front. La ferme était calme, vide, à part le gémissement des vieilles planches sous ses pieds et le craquement occasionnel de la charpente qui se tassait. Il n'avait pas encore pris la peine d'allumer la radio. Les matins étaient faits pour écouter la terre. Il accomplissait sa routine avec la calme certitude d'un homme qui faisait le même travail depuis des décennies. Il nourrissait les poulets, vérifiait le système d'irrigation et marchait le long du périmètre du champ sud, s'arrêtant de temps en temps pour sentir la terre entre ses doigts. Jérôme avait toujours cru que la relation d'un homme avec sa terre n'était pas quelque chose à gérer, c'était quelque chose à honorer. Cette ferme avait appartenu à son grand-père, puis à son père, et maintenant elle était la sienne. Il travaillait cette terre depuis 40 ans, et il n'y avait pas eu un seul jour où il n'avait pas rendu grâce pour elle. Mais il y avait des signes, subtils, discrets, troublants. Les poules n'avaient pas pondu correctement depuis des jours. Le bétail était devenu agité, s'agitant près de la clôture nord au milieu de la nuit, reniflant comme si quelque chose bougeait sous leurs sabots. Jérôme essaya d'y voir une coïncidence. Les animaux aussi avaient des humeurs, mais le malaise s'était installé profondément dans sa poitrine comme un caillou sous la langue. Il mit cela sur le compte de la sécheresse et des nuits inhabituellement chaudes. Mais quelque chose n'allait pas. En début de soirée, le vent changea. Il souffla lourd et chaud de l'est, portant avec lui une étrange odeur âcre dans l'air, en partie minérale, en partie chimique, et totalement inconnue. Jérôme se tenait sur le porche, alors que le soleil plongeait derrière les basses collines et regardait les hautes herbes onduler selon des motifs étranges et irréguliers. Il sentait quelque chose presser juste sous le calme, comme si la terre retenait son souffle. Cette nuit-là, bien après qu'il se soit couché, le silence fut brisé. Au début, c'était subtil, une faible vibration, comme un lointain train de marchandises passant à travers des collines éloignées. Jérôme s'agita dans son lit, à moitié éveillé, incertain si le son était réel ou s'il venait d'un rêve. Mais ensuite, le cadre du lit fut secoué violemment, et le verre sur sa table de chevet bascula et se brisa sur le parquet. Les murs gémirent, les vieux clous grinçant alors que le bois oscillait sous une pression invisible. Jérôme se redressa d'un coup, le cœur battant dans sa poitrine. Il avait grandi sous les alertes de tornades, vu des arbres tordus en cordes par le vent. Mais ça, c'était autre chose. La maison elle-même semblait se déplacer, tremblant comme une chose vivante en détresse. Des livres tombèrent des étagères, des cadres photos chutèrent, et de la cuisine vint le bruit incontestable de la vaisselle qui se cassait. Il enfila une chemise, attrapa sa lampe de poche et se précipita dehors par la porte d'entrée. Alors que le sol roulait sous ses pieds, dehors la nuit était électrique de tension. Les étoiles au-dessus scintillaient comme si le ciel lui-même était inquiet. Jérôme trébucha dans la cour, se rattrapant à un poteau de clôture. Derrière lui, la maison craquait de manière menaçante, le porche penché sur le côté. Puis, aussi vite que cela avait commencé, les secousses s'arrêtèrent. Un silence lourd s'abattit, rompu seulement par les respirations saccadées qui s'échappaient de ses poumons. Il se tourna lentement, faisant luire sa lumière à travers les champs. Des fissures avaient fendu la cour, déchiquetée et profonde. Sa grange penchait étrangement, et l'éolienne à côté ne tournait plus. Il resta debout dans le silence, pendant ce qui sembla être des heures, attendant que quelque chose, n'importe quoi, prenne un sens. Mais cela n'arriva pas. Le matin arriva, gris et couvert, projetant de longues ombres fines sur la terre déchirée. Jérôme se dirigea lentement vers le champ sud, marchant prudemment sur la terre meuble et les poteaux de clôture brisés. La terre avait éclaté dans la nuit. Il pouvait le voir à une centaine de mètres. Une énorme entaille s'était ouverte près du vieux puits. Une blessure profonde et déchiquetée dans la terre qui s'étendait vers l'obscurité complète. Ce n'était pas juste une fissure, c'était un gouffre. Alors qu'il s'approchait, l'odeur le frappa. Argile humide et quelque chose d'autre, aigu et âcre. Cela lui rappela la fois où la foudre avait frappé un vieux réservoir de propane 2 fermes plus loin. Une brûlure chimique basse et métallique dans le nez. Il s'accroupit près du bord et fit luire sa lampe de poche vers le bas. Au début, cela ressemblait à de la roche et des racines,
Mais ensuite, le faisceau attrapa quelque chose. Des éclats métalliques, une courbe lisse dans la terre, comme si quelque chose d'artificiel avait été déterré. Il se pencha plus près, le cœur battant, et réalisa que ce qu'il regardait n'était pas du tout une formation naturelle. C'était un tunnel large, lisse, courbé, anormalement menant vers le noir. Il recula d'un pas, le souffle coupé. Le tremblement, les animaux, l'odeur, tout s'imbriquait maintenant d'une manière qu'il ne pouvait pas accepter. Quelque chose était enterré sous sa terre, quelque chose de fabriqué par l'homme, et cela n'était pas là avant. Jérôme passa le reste de la journée à essayer de se dire qu'il exagérait. Peut-être était-ce une ancienne conduite de drainage, peut-être quelque chose laissé par des arpenteurs, mais personne n'avait jamais parlé de tunnel. Et de plus, la forme, elle était trop parfaite, trop délibérée. Cette nuit-là, le sommeil le fuit. Chaque craquement de la maison le faisait sursauter. Les ombres dans les coins semblaient s'étirer plus que d'habitude. À minuit, il se retrouva à nouveau dehors, debout au bord de l'affaissement. Le faisceau de sa lampe de poche disparut dans les profondeurs, avalé entièrement par le noir. La terre, semblait-il, essayait de lui dire quelque chose et il ne pouvait plus l'ignorer. Il prit une dernière inspiration de l'air frais de la nuit, redressa ses épaules et se retourna vers la maison. Demain Samma, il appellerait Henri. Si quelqu'un pouvait l'aider à donner un sens à tout cela, c'était lui. Ils avaient traversé des moments difficiles ensemble, et Jérôme faisait confiance à cet homme plus qu'à quiconque dans cette partie du comté. Alors qu'il atteignait les marches, il se retourna pour un dernier regard vers l'entaille dans le champ. Quelque chose là-dedans lui donnait la chair de poule. Le silence qui l'entourait était trop complet, l'air trop immobile, les ombres à l'intérieur du gouffre trop sombres. Quoi que ce soit qui s'était ouvert sous ses pieds, ce n'était pas terminé. Et au fond de lui, Jérôme savait que quels que soient les secrets que la terre avait cachés si longtemps, ils étaient finalement en train de se frayer un chemin vers la lumière. Le matin vint gris et lent, se traînant à travers l'horizon comme un animal fatigué. Jérôme se tenait au bord de l'affaissement, les bras croisés sur sa poitrine, le bord de son chapeau bas contre le vent. La nuit n'avait apporté aucune clarté, seulement plus de questions. Il était resté éveillé, fixant le plafond fissuré au-dessus de son lit, parcourant les possibilités, soupesant le risque contre l'instinct. Mais au lever du soleil, il n'y avait qu'une seule conclusion qui avait du sens. Il ne pouvait pas l'ignorer. Plus maintenant. Il prit son téléphone et composa le seul numéro qui comptait dans des situations comme celle-ci. Harry Morris répondit à la deuxième sonnerie, la voix déjà grincheuse avec la caféine et la suspicion. Jérôme resta simple, lui dit qu'il y avait eu un affaissement dans le champ sud, que cela semblait grave et qu'il avait besoin d'aide. Il n'élabora pas. Henri ne posa pas de questions. 30 minutes plus tard, le grondement familier du vieux camion Dodge d'Henry s'engagea dans l'allée de gravier. Henri sortit, vêtu de bottes de travail et d'une veste utilitaire abîmée, un sac en toile jeté sur une épaule. Son visage, buriné comme la terre elle-même, se fronça dès qu'il vit le trou. Sans un mot, il suivit Jérôme à travers le champ. Tous deux marchant silencieusement à travers l'herbe courbée et la terre meuble, jusqu'à ce qu'ils se tiennent au bord. « Sacré trou !» marmonna Henri, s'agenouillant pour examiner le bord. « Ça a l'air profond. » Jérôme hocha la tête. « Il y a plus que ça. J'ai vu quelque chose là-dessous, des formes métalliques qui n'avaient pas de sens. » Henri lui lança un regard. « Tu penses que c'est un puits ?»« Non, trop large, trop lisse. Je pense que quelqu'un l'a creusé. » Henri fixa l'obscurité pendant un long moment. Puis il ouvrit son sac et en sortit une paire de lampes de poche puissantes et une bobine de corde d'escalade. « Alors, je suppose qu'on va aller voir. » Ils travaillèrent en silence, attachant la corde à l'essieu du camion d'Henry et testant son poids. Jérôme descendit le premier, lentement, la lampe de poche serrée dans sa main libre. Les murs de terre autour de lui étaient chauds au toucher, étrangement, et recouverts de bandes de rouge et de gris qui scintillaient sous la lumière. L'air devint plus lourd à chaque pied de descente, épais avec une étrange odeur minérale qui piquait l'arrière de sa gorge. Au moment où ses bottes touchèrent le fond du trou, la sueur lui collait au dos et sa chemise était humide sous son manteau. Il fit pivoter la lumière en un lent arc et se figea. Le tunnel n'était pas juste là, il était intentionnel. Un large passage creux sculpté dans la terre, s'étendant dans les deux directions, les murs anormalement lisses et lacés de ce qui ressemblait à des veines de roches noires pulsant faiblement dans la lumière. Henri le rejoignit une minute plus tard, grognant en atterrissant à côté de Jérôme. « Eh bien, dit-il, regardant autour de lui, ce n'est pas une formation naturelle, ça c'est sûr. » Ils marchèrent plus profondément,
le tunnel avalant le son de leurs pas. Les murs commencèrent à changer, les veines noires devenant plus proéminentes, s'entrecroisant en motifs géométriques. Jérôme passa ses doigts sur les lignes. Elles n'étaient pas aléatoires. Elles semblaient gravées, coupées dans la terre avec un but. Plus loin, des débris jonchèrent les bords. Des racines emmêlées, des planches cassées, des boulons rouillés, et un morceau de tuyau à moitié enterré incrusté de terre et d'âge. Puis vint l'odeur. Elle les frappa comme une vague, sulfurique, aigre et assez épaisse pour en suffoquer. Jérôme s'étouffa, couvrant son nez avec sa manche. Henri cracha par terre et jura. « Quelque chose fuit, dit-il. Ça pourrait être du gaz, ça pourrait être pire. » Ils continuèrent, prenant soin d'éviter les flaques glissantes qui commençaient à apparaître sous leurs pieds. L'eau était peu profonde, mais recouverte d'un film jaunâtre qui chatoyait comme de l'huile. Plus ils allaient loin, plus l'air luttait contre eux, plus chaud, plus dense et mêlé de fumée qui faisait brûler les yeux de Jérôme. Ils atteignirent un coude dans le tunnel où le plafond s'était partiellement effondré. De l'eau gouttait régulièrement d'en haut, formant des flaques stagnantes autour de leurs bottes. Jérôme dirigea sa lampe de poche vers la terre au-dessus et aperçut les mêmes étranges anneaux rouges, incrustés dans la terre comme des cicatrices. Quelque chose avait fait pression de l'intérieur, forçant son chemin vers l'extérieur. Henri fit signe d'arrêter. « Tu entends ça » chuchota-t-il. Jérôme écouta. Au début, rien. Puis, faible, lointain, vint un bourdonnement mécanique bas, à peine audible, mais rythmique. Il pulsait sous leurs pieds, un battement régulier qui n'avait pas sa place dans un endroit comme celui-ci. Son estomac se tordit. « C'est actif » dit Henri. « Quelqu'un est en bas ou quelque chose l'est encore. » Il n'en dirait pas plus. Les mots semblaient dangereux dans cet endroit. Ils se retournèrent lentement, leurs yeux balayant chaque ombre, chaque éclat de métal dans la terre. Jérôme remarqua quelque chose juste à côté du chemin principal. À moitié enterré dans la boue, une poutre de bois noirci. Il s'agenouilla, balayant la terre, jusqu'à ce que des lettres émergent, brûlées dans le grain. M.L. Bécaud. Le reste avait été rongé par le temps ou le feu. Mais c'était suffisant. Jérôme se leva et regarda dans l'obscurité. « Quelqu'un a construit ça, dit-il doucement. » Et il ne voulait pas que quiconque le sache. Ils firent leur chemin de retour prudemment, marquant leur chemin avec de petites égratignures sur le mur. L'air semblait encore plus lourd au retour, comme si le tunnel était réticent à les laisser partir. Lorsqu'ils atteignirent la corde, ils grimpèrent en silence, leurs vêtements et leurs visages striés de crasse. Le soufre s'accrochait à eux comme un avertissement invisible. Ils s'assirent sur le haillon du camion d'Henry, partageant une bouteille d'eau et regardant le vent agiter l'herbe autour du trou. « Qu'est-ce que tu penses qu'il faisait » demanda Henri finalement. Jérôme secoua la tête. « Quelque chose de grand ? Peut-être illégal ? Peut-être dangereux ? Tu penses que c'est du pétrole ? Je ne sais pas, mais ce n'est pas de l'agriculture et ce n'est certainement pas naturel. » Ils regardèrent le champ pendant longtemps, ni l'un ni l'autre ne voulant dire ce qu'ils savaient tous les deux. Quelque chose avait changé. La terre n'était plus silencieuse. Elle avait des secrets, de vieux secrets, enterrés profondément. Avant de partir, Jérôme retourna au trou. Il regarda dedans, lampe de poche éteinte. Il y avait du mouvement à l'intérieur, subtil et lent, comme la terre qui respire. Il recula et retourna au camion. Ils s'éloignèrent avec les fenêtres baissées, essayant de se débarrasser de l'odeur. Mais même lorsque la ferme rapetissa dans le rétroviseur, Jérôme ne pouvait pas se défaire du sentiment qu'ils n'étaient pas sortis seuls. Quelque chose était toujours avec eux. Quelque chose qui avait attendu longtemps d'être trouvé. Les jours qui suivirent furent marqués par une intensité tranquille. Jérôme les traversait comme s'il était somnambule. Les routines de la ferme soudainement creuses et mécaniques. Il nourrissait les animaux, réparait un poteau de clôture lâche près du lot nord, coupait même et empilait du bois de chauffage dans la remise, mais son esprit était ailleurs, tournant toujours autour du tunnel, de la poutre de bois brûlée avec les étranges marquages et du bourdonnement impossible qui avait résonné sous la terre. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait les veines noires dans les murs, les flaques maculées d'huile, le film jaune qui recouvrait le sol comme une maladie. Il essayait de l'expliquer. Peut-être était-ce un puits de mine abandonné depuis longtemps, ou un système d'irrigation expérimental, mais les faits résistaient. Cet endroit n'était pas une relique. Il était actif, vivant à sa manière terrible. Henri était devenu plus silencieux depuis leur descente. Il n'était pas revenu à la ferme après ce jour, et lorsque Jérôme l'appela 2 matins plus tard, sa voix était coupée, presque sur la défensive. « J'y pense encore », était tout ce qu'il disait.
Fais-moi savoir si tu trouves quelque chose. » Puis il raccrochait. Jérôme n'insista pas. Il connaissait assez bien Henri pour comprendre que l'homme n'avait pas peur. Il était en colère d'avoir été trahi par la terre qu'il pensait connaître, en colère que quelque chose d'aussi grand ait été caché juste sous leurs pieds. Jérôme savait qu'il lui fallait plus. Il lui fallait des réponses, de vraies réponses. Pas des suppositions, pas des théories. Il voulait savoir ce que MLB signifiait, qui avait creusé ces tunnels et ce qui avait été pris de sa terre sans permission. Mais plus que cela, il voulait comprendre comment cela avait pu lui être caché. Son grand-père avait marché ces champs. Son père y était mort. Comment quelque chose d'aussi vaste avait-il pu échapper à des générations d'yeux et d'oreilles? Il commença par le bureau des archives du comté, un bâtiment en briques trapues avec de la peinture écaillée et des néons vacillants à la périphérie de la ville. La greffière, une femme fatiguée avec des lunettes demi-lune et un cardigan beaucoup trop épais pour le temps, le conduisit dans une arrière-salle bordée de classeurs. « Commencez par les relevés de terrain », dit-elle, désignant vaguement un mur de dossiers jaunis. « Si c'est vieux, c'est là-dedans. » Puis elle retourna à son bureau et ne releva plus les yeux. Jérôme passa des heures à éplucher des cartes et des actes, la plupart manuscrits ou copiés tant de fois qu'ils étaient presque illisibles. Il retraça la propriété de sa terre à travers le temps. Son père puis son grand-père. Et avant cela, un propriétaire blanc nommé Vernon Blake, qui avait subdivisé la superficie originale dans les années 1930. Rien dans les actes officiels ne mentionnait de conduite souterraine, aucune référence à des baux miniers, aucune notation sur des servitudes ou des forages exploratoires. Mais ensuite, coincé entre deux feuilles fragiles de papier carbone, il trouva un relevé de 1958. La carte était grossièrement dessinée, mais Jérôme reconnut immédiatement la forme de son champ sud. Un rectangle noir avait été marqué à l'encre près de la base de la colline, étiqueté simplement secteur C. En dessous, en caractères décolorés, se trouvait une note. Approuvé pour puits exploratoire. Permis déposé auprès de Tree State Extraction. Son souffle se coupa. Tree State. Les lettres correspondaient. Pas parfaitement, mais assez près. MLB aurait pu être un nom ultérieur, un changement de marque. Il fit une copie du document et quitta le bureau les mains tremblantes. De retour à la maison, il s'assit sur le porche avec la carte étalée sur ses genoux et regarda les collines. L'herbe ondulait doucement dans le vent et de cette distance, la terre semblait intacte, pure. Mais maintenant, il savait mieux. Il y avait eu des forages dans sa terre avant sa naissance et personne n'avait prévenu sa famille. La trahison s'installa profondément dans son ventre. Le lendemain matin, il conduisit 20 miles au nord jusqu'à la Société historique du comté, où des dossiers poussiéreux et de vieux titres de journaux morts vivaient en harmonie difficile. Là, il rencontra Arthur Langford, un instituteur à la retraite devenu historien local. Langford était mince, presque squelettique, avec une peau comme du parchemin et des yeux bleus perçants qui contenaient trop de mémoire. Quand Jérôme lui montra la carte et le nom Tree State, quelque chose vacilla dans le regard du vieil homme. « Ce nom n'est pas revenu depuis longtemps », dit Langford doucement, tournant la carte dans ses doigts osseux. « Et il forait ici avant l'arrivée de l'autoroute, discrètement, sans fanfare. La plupart des gens ne le savaient même pas. »« Ma famille non plus », dit Jérôme. Langford hocha la tête. « Je ne suis pas surpris. Il n'avait pas besoin de prévenir qui que ce soit. À l'époque, la plupart des fermiers noirs ne détenaient pas les droits miniers sur leurs terres. C'étaient des contrats séparés, des jargons légaux enterrés dans des actes signés sous pression, ou pas signés du tout. Il prétendait que cela faisait partie du domaine public, ou des réserves d'État ou d'un intérêt fédéral. Vous pouviez posséder la terre, mais pas ce qu'il y avait dessous. Jérôme sentit sa mâchoire se serrer. Alors, ils sont juste venus et ont pris. Ils le font toujours, dit Langford, pas méchamment. Le vieil homme le conduisit à un classeur à l'arrière et en sortit un dossier marqué TSSE Corp. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de coupures de journaux, des brochures d'entreprise, même une photo décolorée d'un site de forage. Sol boueux, 2 hommes blancs en salopette, à côté d'une plateforme verticale. En arrière-plan se trouvait une petite maison. Jérôme se pencha. Elle ressemblait à la cabane de son grand-père, démolie depuis longtemps. La date sur la photo indiquait 1964. Ils opéraient sous différents noms, expliqua Langford. Tri-State, Midland Extraction, plus tard quelque chose appelé Kendrick's Energy. Toujours les mêmes hommes, cependant. Ils ouvraient un puits, prenaient ce qu'ils pouvaient, puis disparaissaient avant que quiconque ne remarque.
Pourquoi personne n'a rien fait? Demanda Jérôme. Langford offrit un mince sourire. Parce que personne d'important n'a rien perdu. Jérôme partit avec des copies de tout. Alors qu'il rentrait, la colère s'installa dans sa poitrine comme une pierre chaude. Ils avaient utilisé sa terre, exploité l'ignorance de sa famille, transformé la terre en une usine cachée, ne laissant derrière eux que des flaques empoisonnées et du bois en décomposition. Et maintenant, des décennies plus tard, ils continuaient, toujours en train de creuser, toujours en train de prendre. Cette nuit-là, incapable de dormir, il s'assit à la table de la cuisine avec tous les papiers étalés devant lui. La photo, le relevé, la carte, le nom Kendricks Energy continuait de faire surface dans les marges des rapports. Toujours listé comme une firme de conseil ou un partenaire logistique, jamais comme l'entreprise responsable. C'était une coquille, un voile et MLB.co. Cela pourrait-il être Midland Boring? Les lettres correspondaient, l'emplacement correspondait, le tunnel correspondait. Il griffonna des notes jusqu'à l'aube. Le lendemain, il appela Henry à nouveau. Cette fois, l'homme répondit avec plus de poids dans sa voix. Jérôme lui raconta ce qu'il avait trouvé sur Tri-State, le vieux relevé, la photo, le changement de nom. Il y eut un silence sur la ligne pendant longtemps. « Ils ont été ici tout ce temps. »« Putain, » dit Henry finalement. « Et on ne l'a jamais su. »« Ils comptaient là-dessus, » répondit Jérôme. Ils convinrent de se rencontrer le lendemain matin. Ce n'était plus seulement de la curiosité, c'était du vol, de la violation. Et si personne d'autre n'allait découvrir la vérité, ils le feraient eux-mêmes. Jérôme se tenait au bord de l'affaissement ce soir-là, la lumière s'estompant autour de lui. Il fixait l'obscurité, mâchoire serrée, poings fermés le long de son corps. La terre sous lui n'était pas seulement de la terre et des racines. C'était une scène de crime, et des fantômes, vieux, silencieux, enterrés, commençaient à s'agiter. Au moment où le matin arriva, Jérôme était déjà habillé et attendait sur le porche, ses mains enveloppées autour d'une tasse en céramique ébréchée qui avait refroidi depuis longtemps. Le ciel était d'un bleu pâle et délavé, du genre qui promettait de la chaleur plus tard dans la journée, mais n'offrait que silence et immobilité pour l'instant. L'air était lourd, et les chants qui chantaient autrefois de vie semblaient maintenant silencieux, comme si la terre elle-même attendait, écoutait. Le camion d'Henry s'engagea dans l'allée de gravier juste à l'heure, sa silhouette familière derrière le volant, projetant une longue ombre à travers la poussière. En sortant, il fit un simple hochement de tête à Jérôme. Pas un salut, mais une confirmation. Ils étaient tous deux au-delà des mots maintenant. Ce qu'ils étaient sur le point de faire n'était pas une simple curiosité ou une exploration inoffensive. Il s'agissait de récupérer quelque chose. Pas seulement des réponses, mais la vérité et peut-être la justice. Jérôme monta sur le siège passager sans un mot et Henry repartit sur la route. Ils conduisirent vers le sud en direction de la frontière de l'État, passant à travers des champs, des clôtures et des maisons lointaines. Aucun des deux ne parla pendant les 20 premières minutes. Le silence entre eux n'était pas inconfortable. Il était concentré, un poids partagé équitablement sur le siège. Leur destination était une petite station de recherche environnementale, nichée entre l'autoroute et le lit d'un ruisseau mourant, un endroit où la nièce d'Henry, Kayla Springer, travaillait comme écologiste de terrain. Elle était vive, déterminée, et avait déjà affronté une grande entreprise agricole pour des ruissellements de pesticides et avait gagné. Si quelqu'un pouvait les aider, c'était elle. Kayla les rencontra sur le parking, un presse-papier dans une main, ses cheveux noirs tirés en un chignon pratique et un regard dans ses yeux qui disait qu'elle n'était pas intéressée par les plaisanteries. Jérôme exposa tout rapidement. Le tunnel, l'effondrement, l'odeur de soufre, la poutre brûlée avec les initiales et les documents qu'il avait découverts dans les archives. Tandis qu'il parlait, l'expression de Kayla passa de réservée à concentrée. « Alors, vous pensez qu'il y a une activité industrielle active sous votre terre, non documentée et en cours ?» demanda-t-elle. Jérôme hocha la tête. « Je ne le pense pas seulement, je l'ai vu. Et vous dites que la même entreprise qui ferait illégalement dans les années 60 pourrait le refaire sous un nom différent. C'est ce que ça ressemble, dit Henry. Et c'est grand, vraiment grand. » Kayla les fixa tous les deux un instant, puis fit un geste vers son atelier de travail. « J'ai des capteurs, des échantillonneurs, des caméras infrarouges et suffisamment d'équipements de protection pour survivre à un déversement chimique. Chargeons. » 1 heure plus tard, ils se tenaient à nouveau au bord de l'affaissement. Le soleil était directement au-dessus d'eux maintenant, projetant des ombres dans les profondeurs. Kayla, sanglée dans un masque et une lampe frontale, attacha un appareil à sa ceinture qui lisait la qualité de l'air et descendit la première, ses mouvements efficaces et exercés.
Jérôme suivit, puis Henri, tous les trois étant avalés par la gueule sombre et terreuse. À l'intérieur du tunnel, l'air était pire qu'avant. La chaleur collait à leur peau comme de l'huile, et l'odeur de soufre était plus aiguë, plus insistante. L'appareil de Kayla bipait doucement toutes les quelques secondes, enregistrant les fluctuations de concentration de gaz et de température. Les murs du tunnel pulsaient faiblement dans les faisceaux des lampes de poche, les veines noires luisantes d'une humidité semblable à de la sueur. Alors qu'ils s'enfonçaient, Kayla s'arrêtait fréquemment pour collecter des échantillons de sol, gratter des résidus des murs et prendre des photographies. Les lignes géométriques incrustées dans les murs du tunnel étaient plus claires maintenant. La symétrie trop précise pour être autre chose que de l'ingénierie. Ils passèrent l'endroit où Jérôme avait trouvé la poutre carbonisée et le nom partiel de l'entreprise. Kayla s'accroupit à côté, ses doigts gantés effleurant les marquages, et prit plusieurs gros plans haute résolution. « Il y a plus que de simples preuves ici, » dit-elle doucement. « Il y a de l'intention. » Plus loin, le tunnel se ramifia. Ils prirent à la fourche de droite, qui descendait en pente douce. Le sol devint glissant, les flaques plus profondes, et bordées d'un film huileux qui chatoyait sous la lumière. Kayla s'agenouilla à côté de l'une d'elles, décala un flacon et le remplit. L'odeur qui s'éleva du liquide était indubitable. « Pétrole brut et pingent. Pétrole brut, confirma-t-elle. Non raffiné. Quelqu'un l'a foré. Récemment. » Ils continuèrent. Le tunnel s'élargit à nouveau, et la température augmenta. Jérôme pouvait sentir la sueur couler dans son dos, trempant sa chemise. Les murs ici étaient renforcés par des nervures métalliques rouillées, et de vieux câbles pendèrent du plafond comme des lianes dans une caverne oubliée. À l'extrémité, calée contre le mur gauche, se trouvait une boîte métallique à moitié enterrée, rouillée, son couvercle de travers. À l'intérieur se trouvaient des classeurs scellés dans du plastique, des papiers cassants et plusieurs plans. Kayla en sortit un avec précaution et le déplia contre le mur du tunnel. Les lignes étaient faibles mais visibles. Un schéma du réseau de tunnels sous la propriété de Jérôme. Des puits étiquetés, des vannes de pression, des nœuds de collecte. Des termes qui appartenaient à un champ pétrolifère, pas à une ferme familiale. L'une des pages portait le logo Kendrick's Energy dans le coin, daté d'il y a seulement 2 ans. Jérôme sentit ses genoux se dérober. Ils l'utilisent toujours et ils l'ont étendu. Kayla ajouta « Regardez ceci. Ce n'est pas seulement sous votre terre. Cela passe sous celle de vos voisins. Tout ce réseau est une toile. Vous êtes en plein centre. » Henri jura sous son souffle. Kayla prit des photos de chaque page, puis les emballa soigneusement dans sa sacoche. Le bip de son moniteur d'air devint plus rapide. « Nous devons continuer à avancer. Les niveaux de gaz augmentent. » Ils suivirent le tunnel plus loin. Leur chemin éclairé uniquement par les lampes frontales et le scintillement occasionnel de leurs lampes de poche, rebondissant sur la pierre humide et le métal. Devant, le son changea. Un sifflement bas, régulier et mécanique. Ils approchèrent avec prudence et au coin suivant, ils le virent. Un tuyau rouillé courait le long de la base du mur. Ses joints fissuraient, laissant fuir une épaisse huile noire qui s'accumulait dans une auge creusée dans la terre. Une pompe était assise à côté, vieille mais toujours en marche, ses vibrations à peine audibles au-dessus du bourdonnement. Kayla s'approcha et prit une vidéo, notant les numéros de série estampillés sur le boîtier. « C'est de qualité industrielle, dit-elle, et c'est alimenté, ce qui signifie que quelqu'un l'entretient. » Jérôme fixa le tuyau, regardant l'huile suinter et s'accumuler. « C'est du vol, » murmura-t-il. « Ils nous volent depuis des décennies. » Ils firent marche arrière prudemment, évitant les endroits instables, retraçant leurs pas par les égratignures que Jérôme avait faites sur le mur. À la poutre, Kayla s'arrêta à nouveau, sortant cette fois une petite lampe de poche ultraviolette de son sac. Elle balaya la zone et le faisceau brilla faiblement sous la lumière. Produits chimiques, résidus, signe d'exposition à la chaleur. Elle se leva, son expression sombre. Ils ont essayé de détruire les preuves, mais ils en ont manqué beaucoup. Lorsqu'ils émergèrent à la lumière du jour, clignotants et couverts de terre et de sueur, le poids de ce qu'ils avaient découvert s'accrochait à eux comme une seconde peau. Jérôme s'assit sur l'herbe à côté du trou, fixant le vide. Sa ferme, la terre de sa famille, avait été violée. Et non seulement une fois, mais continuellement, méthodiquement, comme un parasite se nourrissant dans l'obscurité. « Nous devons dénoncer cela, » dit-il doucement. « Nous ne pouvons pas les laisser continuer à le faire. » Kayla hocha la tête. « Nous avons ce qu'il faut pour commencer. Échantillons, photos, documents. C'est un début. » Henri se tenait les bras croisés, sa mâchoire serrée.
Ils ne vont pas lâcher facilement. Alors nous ne lâchons pas non plus, dit Jérôme. Le vent se leva, faisant bruire les hautes herbes dans le champ. Le soleil commençait sa descente, projetant de longues ombres sur le sol. Jérôme regarda la terre, sa terre, et sentit quelque chose changer en lui. Plus seulement un fermier, plus seulement un gardien. Maintenant, il était autre chose, un témoin, un défenseur. Sous la peau de la terre, la vérité s'était agitée, et maintenant elle était prête à se lever. La nuit fut longue et agitée. Jérôme était allongé dans son lit, les fenêtres ouvertes, le doux chant des grillons se mêlant au bruissement occasionnel du vent à travers les arbres, mais rien de tout cela ne calmait la tempête dans son esprit. Les découvertes de la journée s'accrochaient à lui comme une seconde peau. L'odeur du pétrole, le bourdonnement étrange des machines, les plans dans le sac de Kayla maintenant cachés sous le plancher de sa cuisine. Même après une douche chaude, l'odeur de soufre persistait faiblement sur ses mains. Il fixa le plafond jusqu'à ce que la lumière pâle de l'aube commence à ramper à travers les murs, et même alors le sommeil ne vint pas. Dehors, le monde semblait immobile. Les champs étaient calmes, les animaux soumis, comme si la terre elle-même avait senti l'intrusion et s'était rétractée. Jérôme sortit dans l'air lourd du matin. Le ciel était de la couleur du fer. Des nuages bas promettaient une autre journée étouffante. Il marcha jusqu'au bord de l'affaissement, maintenant partiellement délimité avec du ruban d'avertissement que Kayla avait insisté pour placer, et resta là en silence. Le tunnel était toujours là, béant comme une vieille blessure. Rien ne bougeait à l'intérieur, mais Jérôme ne faisait plus confiance au calme. Sous la surface, il pouvait le sentir. Activité, mouvement, secret. Il passa le reste de la matinée à faire des copies des documents qu'ils avaient trouvés, étiquetant soigneusement chaque page, organisant les échantillons de sol et de liquide que Kayla lui avait laissés dans des sacs scellés. Elle prévoyait de livrer les originaux à un contact au bureau environnemental de l'État, quelqu'un qu'elle prétendait être digne de confiance, mais elle l'avait averti. Sans pression publique, sans un éclairage plus large, le système risquerait de stagner ou d'enterrer l'affaire. C'était ainsi que ces entreprises survivaient, retarder, embrouiller, obscurcir. Jérôme n'était pas prêt à laisser cela se produire. En fin d'après-midi, alors qu'il nourrissait le bétail près de la clôture est, il le sentit d'abord comme une vibration sous ses pieds, puis comme un grondement profond et anormal qui s'éleva de la terre comme le tonnerre dans les os. Les vaches devinrent agitées, tournant sur place, meuglant anxieusement. L'une d'elles recula dans la clôture, cassant net un poteau en bois en deux. Jérôme laissa tomber le seau de nourriture et se tourna vers le champ sud. Le son s'intensifia plus fort maintenant, une pulsation rugissante qui grandit et grandit jusqu'à devenir une explosion soudaine, nette, violente et proche. Le sol trembla sous lui. Il chancela, se rattrapant à la clôture, les yeux écarquillés alors qu'une colonne de fumée noire s'élevait dans le ciel au-delà de la ligne d'arbres à l'extrémité du champ. Une seconde plus tard vint le vent. Une vague chaude et précipitée qui portait avec elle de la poussière, des débris et une odeur nauséabonde qui lui recouvrit la langue et lui brûla la gorge. Jérôme courut. Il atteignit la colline juste au moment où une deuxième explosion plus petite secoua à nouveau la terre. Celle-ci était étouffée, mais non moins dévastatrice. Les arbres près du bord du champ étaient tordus à des angles étranges, leurs racines arrachées du sol. L'herbe aplatie en un arc parfait autour d'un nouveau cratère. La terre s'était effondrée vers l'intérieur, avalant une partie de la crête, et au centre de la zone de l'explosion se trouvait un tas tordu de tuyauteries métalliques et de machines encore fumantes. Il resta là, fixant, jusqu'à ce qu'un morceau de plastique rouge flotte devant ses pieds. Il l'attrapa sans réfléchir. Il était mince, comme du matériel d'emballage, mais imprimé sur sa surface en lettres noires grasses se trouvaient 3 caractères indubitables. TNT. Ce n'était pas un effondrement naturel, c'était du sabotage. Les mains de Jérôme se serrèrent en poing, sa poitrine se souleva et retomba avec des respirations courtes et superficielles. Ils avaient fait exploser une partie du tunnel, détruit des preuves et failli emporter sa terre avec. La rage qui l'envahit alors était silencieuse, froide et absolue. Il n'y avait plus de doute, plus d'hésitation. Qui que fussent ces gens, ils étaient dangereux et ils étaient désespérés. Il retourna à la maison et verrouilla les portes. Puis il prit le téléphone et appela Henry. À la nuit tombée, ils étaient assis à la table de cuisine d'Henry, une bouteille de whisky entre eux, le morceau de TNT rouge étalé à plat sous une lampe. Kayla les avait également rejoints, son expression illisible alors qu'elle examinait les images de leur dernière excursion dans le tunnel. Elle ne leva les yeux que lorsque Jérôme lui glissa le plastique.
Ils en ont fait sauter une partie, dit-il. Elle étudia le matériau, le retourna, le renifla. C'est de la démolition contrôlée de qualité commerciale. Quelqu'un savait exactement où le placer. Ils couvrent leurs traces, dit Henri, ou ils essayèrent de nous faire peur. Ils ne le feront pas, ajouta Jérôme. Ils discutèrent des options tard dans la nuit. Aller à la police avec seulement un nom et quelques plans n'accomplirait rien. Le shérif était connu pour être amical avec les intérêts énergétiques. Et même s'il ne l'était pas, il manquait de preuves qui reliaient l'opération directement à Kendricks ou MLB. Ils avaient besoin de plus, quelque chose d'indéniable. Une photo, une personne, un nom. Kayla suggéra de rendre l'affaire publique. La presse, un journaliste sympathique. Mais même cela pourrait se retourner contre eux. Si l'entreprise suspectait qu'une exposition était imminente, elle pourrait détruire le reste du système de tunnels ou menacer d'autres personnes. Ce dont ils avaient besoin d'abord, c'était de documentation. Des preuves solides et vérifiables d'une opération en cours, des images des machines en usage, des échantillons en cours d'extraction et des personnes activement impliquées. Ils prévoyaient de revenir le lendemain à l'aube. De retour à la maison, Jérôme dormit à peine. L'explosion avait perturbé plus que la terre. Sa confiance dans le monde avait changé. Toute sa vie, il avait cru en la sécurité tranquille de l'existence rurale. L'idée que si vous travailliez dur et restiez discret, la terre vous récompenserait par la paix. Mais maintenant, il voyait avec quelle facilité la paix pouvait être arrachée. Comment ceux qui ont le pouvoir pouvaient creuser le sol sous un homme sans même frapper à sa porte. Il se réveilla avant le lever du soleil, s'habilla en silence et emballa son sac avec des gants, des piles supplémentaires, l'appareil photo étanche qu'elle lui avait donné et un pied de biche pour faire bonne mesure. Quand Henry et Kayla arrivèrent, ils ne parlèrent pas. Il n'y en avait pas besoin. La mission avait changé. Ils atteignirent le tunnel avant que le soleil ne soit complètement levé. L'air était épais et immobile. Les seuls sons, leurs pas dans l'herbe et le bruissement occasionnel des feuilles. L'ouverture du tunnel s'ouvrait devant eux, plus sombre qu'ils ne s'en souvenaient. Jérôme ouvrit la voie, le faisceau de sa lampe de poche fendant la pénombre. À l'intérieur, le tunnel était inchangé au début. L'odeur, la chaleur, le silence oppressant mais plus profondément, près de l'endroit où ils avaient précédemment fait demi-tour, de nouveaux signes émergèrent. Des empreintes de pas fraîches dans la terre humide, des éraflures récentes, le long du mur où de l'équipement avait été traîné. Les lignes de câbles, autrefois molles et oubliées, maintenant tendues et bourdonnant faiblement d'énergie. Ils atteignirent un passage étroit que Kayla n'avait pas remarqué auparavant, à moitié caché derrière une pile de caisses cassées. Il menait vers le bas, raide et glissant dans une chambre inférieure. Alors qu'ils descendaient, un son rythmique doux devint audible. Machine, pompe et voix. Ils atteignirent une large caverne, éclairée par des lumières industrielles boulonnées au plafond. Au centre se tenait une énorme machine rouillée, brassant avec un mouvement lent et délibéré. D'épais tuyaux y entrèrent des deux côtés, pompant du pétrole brut dans des cuves en attente. Autour d'elle se déplaçaient 3 hommes en combinaison bleue, leurs visages cachés par des masques, leurs corps concentrés sur leur travail. Jérôme se figea. L'insigne sur leurs uniformes était indubitable. MLB. Il leva l'appareil photo et commença à enregistrer lentement, méthodiquement, capturant chaque détail, les visages, l'équipement, les réservoirs, les tuyaux qui fuyaient. Kayla fit de même, prenant des photos sous tous les angles. Henry se tenait près de l'entrée, surveillant. Ils avaient ce pourquoi ils étaient revenus. Mais ensuite, une radio grésilla de quelque part plus profondément dans le tunnel, suivie de pas précipités. Jérôme fit signe de se retirer. Ils reculèrent rapidement, évitant le gravier lâche, retraçant leurs pas vers le couloir principal. Ce n'est que lorsque la lumière de l'entrée fut en vue qu'ils s'autorisèrent à respirer. Dehors, ils ne parlèrent pas. Le vent se déplaçait à travers les arbres au-dessus d'eux comme une expiration. La preuve était réelle, lourde dans leur sac. Ils l'avaient maintenant. Plus tard cette nuit-là, Jérôme envoya des copies des séquences à 3 endroits. Le contact de Kayla au bureau de l'environnement, un journaliste en qui elle avait confiance en ville et un compte cloud sécurisé qu'elle avait mis en place juste au cas où. Alors qu'il scellait les échantillons et étiquetait les photos, il sentit un changement en lui-même. Plus seulement de la colère maintenant, mais un objectif. Ils avaient reporté un second coup, mais ce serait leur dernier. Le matin arriva drapé de silence, mais le genre de silence qui portait un poids. Ce n'était pas la paix de l'aube, ou le calme de la nature encore éveillée. C'était le silence avant le mouvement, avant la confrontation, avant que la vérité ne se heurte aux conséquences.
Jérôme se tenait au bord du champ, au même endroit où quelques jours plus tôt, une explosion avait déchiré la terre et dispersé des fragments d'industrie volés sur la terre de sa famille. Le cratère subsistait, bien que partiellement délimité maintenant par une barrière de cordes de fortune et des panneaux d'avertissement. Les oiseaux n'atterrissaient plus à proximité, même le vent semblait réticent à passer au-dessus. Il avait passé la nuit à retourner les images qu'ils avaient capturées, les séquences lumineuses du pétrole s'écoulant à travers des pompes rouillées, les insignes sur les uniformes, les numéros de série gravés dans les machines, la géométrie précise d'une opération illégale se déroulant sous son sol. Tout était réel maintenant, indéniable et présent. Plus un mythe, plus une suspicion. Il avait des vidéos, des échantillons, des documents, et maintenant des noms. Les séquences avaient été partagées avec des mains de confiance, mais la confiance était fragile, et le temps était court. S'ils attendaient trop longtemps, l'entreprise disparaîtrait à nouveau comme de la fumée, tout comme elle l'avait fait dans les générations passées. Le plan était clair. Un dernier voyage dans les tunnels, plus profond qu'avant pour rassembler chaque dernier morceau de preuve. Le noyau de l'opération devait être exposé. Non seulement les machines, mais les gens, les systèmes de contrôle, les registres qui prouvaient l'exploitation intentionnelle et des décennies de dissimulation. Jérôme n'agissait plus seulement pour lui-même maintenant. Il agissait pour son père, qui n'avait jamais su ce qui lui était volé en dessous. Pour son grand-père, qui avait labouré cette terre pendant que des hommes en casque prélevaient ce qui se trouvait en dessous. Pour ses voisins, qui pourraient aussi se tenir au-dessus de vols silencieux sans jamais le savoir, Henri arriva le premier, conduisant avec son habituel Dodge couvert de poussière, sa mâchoire serrée et ses yeux ombragés par quelque chose de plus profond que la fatigue. Kayla suivit peu de temps après, cette fois avec 2 jeux de piles de rechange, 3 kits d'échantillons scellés et une caméra étanche renforcée. Son visage était calme, mais Jérôme pouvait le voir. La tension derrière ses yeux, la raideur dans sa mâchoire. Elle comprenait ce que cela signifiait. Elle le savait depuis le moment où elle avait vu la première tache d'huile luisante sur le sol. Qu'il retournait au danger et cette fois, ils ne pouvaient pas se permettre de battre en retraite tôt. Ils firent leur descente juste après 8 heures, une fois que le soleil fut assez haut pour projeter toute sa lumière sur le bord du cratère. Le tunnel les accueillit avec son cocktail habituel de chaleur, de fumée et de silence. Mais maintenant, il se sentait différent, comme un couloir attendant de s'effondrer. Les murs étaient humides, striés de nouveaux ruisseaux d'huile et de condensation. Jérôme avançait avec détermination, suivant le chemin familier vers les chambres inférieures, dépassant la vieille poutre, dépassant la fourche où ils avaient précédemment tourné à droite. Aujourd'hui, ils tournèrent à gauche. Ce nouveau passage descendait plus fortement que les autres. Le sol était glissant avec des résidus noirs, l'air épais et désagréable. Un faible bourdonnement les accueillit tôt, mécanique et rythmique, pulsant comme un battement de cœur lent. Plus ils allaient profondément, plus ils devenaient clairs. C'était le centre, pas le bord, pas la couche extérieure d'une opération, mais son cœur battant. Le tunnel s'ouvrit sur un espace caverneux assez large pour contenir une grange et assez haut pour qu'un échafaudage de 2 étages s'étire vers le plafond. La lumière se déversait des luminaires montés, vissés dans des poutres de support, projetant un blanc cru sur des grilles métalliques, des réservoirs de carburant et un panneau de commande centrale entouré d'écrans en verre. Il y avait 3 personnes à l'intérieur, 2 en combinaison complète, le dos tourné et une assise à la console. Jérôme leva la main lentement et fit signe de faire silence. Kayla rampa en avant, la caméra filmant, sa respiration peu profonde derrière son masque. Henri resta près de l'entrée, ses yeux balayant le tunnel derrière eux. Jérôme s'approcha, le cœur battant au rythme du bourdonnement lointain des machines. Il se concentra sur la console, sur le logo lumineux de l'entreprise qui pulsait sur l'écran. Kendrick's Energy, le voici, complet et indéniable. Pas un nom de façade ou des initiales, pas une supposition. L'entreprise responsable. L'homme à la console parla dans un casque, sa voix basse et pressée. Pression sur le puits 12 en augmentation plus rapide que prévu. Relais de soupape de secours maintenant. Nous ne pouvons pas nous permettre une autre brèche de surface cette semaine. La poitrine de Jérôme se serra. Une autre brèche. Ce n'était pas un accident isolé. C'était une routine, un risque calculé dans un vol vieux de décennies. Il leva la caméra et zooma sur l'écran alors que Kayla prenait des photos de l'échafaudage et des machines. Toute la pièce était un centre de commande.
Et d'après le schéma affiché sur le moniteur mural, il était clair que le système de tunnels s'étendait sur des kilomètres, sous des fermes, sous des ruisseaux, peut-être même sous la ville. Kayla se déplaça vers le mur du fond, où une série d'armoires bordait le revêtement en acier. Elle en ouvrit une lentement, révélant des dossiers empilés soigneusement à l'intérieur. Chacun était étiqueté avec des numéros de champ, des dates et des rendements de production. Elle ouvrit le dossier du haut et le tendit à Jérôme pour qu'il le voie. C'était un rapport, 15 ans de registre, taux d'extraction de la piste, utilisation de produits chimiques et cycle d'inspection. Son nom n'y était pas, mais les coordonnées en haut correspondaient à son champ sud. Il prit des photos de chaque page, ses mains tremblant maintenant, non pas de peur mais de fureur. Ce n'étaient pas des accidents, ce n'étaient pas des oublis. C'était un système, un vol silencieux et calculé s'étendant sur des décennies, caché sous les pieds même de ceux à qui on disait qu'ils possédèrent la terre. Puis vint le son, un cliquetis près du mur du fond, métal sur béton. Un des travailleurs se retourna, ses yeux se fixant sur ceux de Jérôme. Pendant un instant, tout se figea. Puis l'homme cria « Hé !» Jérôme se retourna et courut. Kayla fourra les dossiers dans son sac et suivit. Henry était déjà en train de se retirer dans le tunnel principal, faisant des gestes frénétiques. Des pas martelèrent derrière eux et des voix résonnèrent contre les murs. Ils se déplacèrent rapidement, se baissant à travers les passages plus étroits, devant la salle des pompes, devant la vanne fissurée près de l'auge à huile, de retour dans la vieille section où les lumières étaient faibles et le plafond goûtait de condensation viciée. Ils atteignirent le puits principal et grimpèrent un par un, émergeant à la lumière, haletant et strié de terre. Henry se retourna et dirigea sa lampe de poche vers le trou. Mais personne ne suivit. La chasse avait pris fin en dessous pour l'instant. Ils ne perdirent pas de temps. Kayla conduisit directement chez son contact en ville, remettant les dossiers et les copies numériques de chaque image et enregistrement. Jérôme, pendant ce temps, retourna à la maison et appela chaque journaliste local, chaque organisme indépendant de surveillance environnementale qu'il put trouver. Il envoya les séquences à l'ami journaliste de Kayla, au journal national, qui avait déjà dénoncé un scandale de contamination de l'eau, même à un représentant de l'État, dont le bureau avait promis la transparence pendant la saison des campagnes. À la nuit tombée, l'histoire avait commencé à se répandre. Les séquences furent diffusées en direct dans un média d'information urbain, puis rebondirent sur les médias sociaux. Les photos de la salle de contrôle de Kendrick, le sol maculé d'huile, les travailleurs en uniforme, les schémas, tout y était. Public, irréfutable. Cette nuit-là, Jérôme se tint à la fenêtre de sa cuisine et regarda l'obscurité pressée contre la vitre. Le vent faisait bruire l'herbe dehors, et quelque part au loin, un chien aboya une fois puis se tut. La terre était immobile. Le silence était revenu, mais ce n'était plus un silence d'ignorance. C'était le souffle avant le règlement de compte. Sous la terre, les voix qui avaient jadis chuchoté dans des tunnels cachés avaient été traînées à la lumière, et les hommes qui avaient volé la terre devraient maintenant lui répondre. Le matin après la révélation de l'histoire fut différent de tout ce que Jérôme avait connu dans sa vie. Le soleil se levait toujours de la même manière, brossant de l'or doux sur le sommet des champs, et la rosée s'accrochait toujours aux brins d'herbe comme elle l'avait toujours fait. Mais le silence qui rendait autrefois sa terre sacrée vibrait maintenant d'un mouvement invisible. Il pouvait le sentir dans le sol sous ses bottes, dans le bourdonnement des moteurs lointains qui n'appartenaient à aucune ferme, dans la tension inconfortable derrière l'ordinaire. Tout se sentait comme un souffle retenu. Cela commença doucement, comme tous les grands règlements de compte. Une voiture de patrouille du comté se gara au bord de sa propriété vers 8 heures du matin. 2 adjoints sortirent, leurs visages illisibles, et marchèrent jusqu'à la porte d'entrée d'un pas lent et délibéré. Jérôme les accueillit sur le porche, sa posture droite, le cœur stable. Ils ne le questionnèrent pas. Ils lui demandèrent s'il était prêt à les accompagner au bureau du shérif et à fournir une déclaration formelle concernant ce qu'il avait découvert. Il hocha la tête sans hésitation. Il n'y avait plus rien à cacher. À l'intérieur du poste, un autre genre de silence s'installa. Il s'assit dans une pièce qui sentait la poussière et le café rassis, où le bourdonnement des néons remplissait chaque espace entre les mots. Un jeune officier transcrivit tout. Comment Jérôme avait trouvé l'affaissement, la descente dans le tunnel, les découvertes faites, les preuves recueillies. Kayla arriva avec un dossier imprimé des photographies et des copies des résultats d'analyse des échantillons. Henry vint aussi, silencieux et vigilant, plaçant le morceau de plastique rouge de l'explosion sur le bureau comme une accusation tacite.
Le shérif n'était pas un homme enclin à l'émotion. Il écouta les yeux plissés, se penchant occasionnellement en arrière sur sa chaise, les bras croisés, l'expression illisible. Mais lorsque Kayla exposa les plans du réseau de tunnels et désigna les logos d'entreprises incrustés dans la documentation, quelque chose changea. Il s'excusa, emporta les dossiers dans un bureau à l'arrière et ne revint que près d'une demi-heure plus tard. Quand il revint, il n'était pas seul. 2 enquêteurs d'État en civil le suivaient, l'un avec un bloc-notes, l'autre avec une petite mallette noire. Ils se présentèrent doucement, puis demandèrent à voir la preuve originale. Kayla produisit ses échantillons scellés et remit les copies numériques. Jérôme pouvait le voir sur leur visage. Il savait déjà que c'était plus grand que leur juridiction. En soirée, la ferme n'était plus silencieuse. Des SUV banalisés roulèrent d'abord sur la propriété, puis vinrent des camions utilitaires avec des équipements de radar à pénétration de sol. Des hommes et des femmes en équipement de protection marchaient dans les champs, marquant le sol, forant des carottes d'essai, comparant des notes. Des tentes furent dressées le long du champ sud. Des projecteurs furent érigés près de l'affaissement. Jérôme se tenait près de la grange, les bras croisés, regardant sa terre se transformer en quelque chose entre une scène de crime et un champ de bataille. Les travailleurs ne lui parlaient pas. Il se déplaçait avec la confiance des gens suivant des ordres de loin au-dessus, mais il savait mieux que de supposer que le silence signifiait ignorance. Le mot s'était répandu. Les images avaient atteint les nouvelles du soir. Les médias régionaux avaient déjà commencé à raconter l'histoire. Un fermier découvre un réseau pétrolier illégal sous une terre historique. D'autres appelaient chaque heure, demandant des déclarations, des interviews, un accès. Jérôme les refusa tous. Il ne voulait pas être un spectacle. Il voulait la justice. La première arrestation vint 2 jours plus tard, non pas dans son comté, mais dans un comté voisin, où une filiale de Kendrick maintenait un bureau satellite déguisé en cabinet de conseil en chaîne d'approvisionnement agricole. 3 hommes furent placés en détention. Un chef de projet, un ingénieur de site et un officier de logistique. Aucun d'eux ne résista. Selon les agences de presse, l'un avait même donné volontairement les noms d'autres personnes impliquées, citant des années de culpabilité. Les documents trouvés dans le tunnel furent authentifiés par des auditeurs indépendants. Les échantillons de pétrole correspondaient aux journaux de raffinerie récents d'une installation partenaire de Kendrick à 300 miles au sud. En une semaine, des assignations à comparaître furent émises. Des bureaux d'entreprise furent perquisitionnés. Plus de noms firent surface. Jérôme regardait tout cela se dérouler depuis son porche. Les journalistes attendaient toujours devant le portail, la plupart des jours. Parfois, ils saluaient. La plupart du temps, ils les ignoraient. La terre guérissait sous ses pieds, mais il savait mieux que de croire que cela se produirait rapidement. Ce qui avait été empoisonné pendant des décennies ne pouvait pas être réparé en quelques jours. Il y avait des travaux de remédiation à faire. Kayla avait coordonné une équipe pour superviser la restauration du sol, la protection des eaux souterraines et la stabilisation du tunnel. Un financement temporaire vint d'un fonds d'urgence environnementale fédéral. Finalement, une restitution ordonnée par le tribunal serait attribuée, mais les dommages étaient plus profonds que n'importe quel montant en dollars. Son champ sud ne serait jamais le même, mais il vivrait. Un après-midi, il marcha le long du bord de ce champ et s'arrêta près du vieux cratère. Il avait été partiellement remblayé maintenant, les bords renforcés par des barrières naturelles pour prévenir de futurs effondrements. Il s'agenouilla et toucha la terre de sa main nue. Elle était sèche mais stable, chaude sous le soleil, et ne sentait plus l'huile et le soufre. Il se souvint d'avoir planté du maïs ici avec son père, ses mains trop petites pour pousser les graines assez profondément, son père riant et guidant ses doigts. Il se souvint de son grand-père se tenant sur la crête lointaine, criant à propos de la pluie au loin. Il se souvint du sentiment que cette terre avait toujours été la sienne. Et maintenant, il savait pourquoi ce sentiment s'était obscurci par la confusion. Quelque chose avait été volé à sa famille, à sa mémoire, à son droit de naissance, mais il l'avait repris. Plus tard, cette semaine-là, une cérémonie officielle eut lieu au palais de justice. Le maire lut une proclamation reconnaissant Jérôme pour son courage, sa vigilance et son service au domaine public. Jérôme l'accepta tranquillement, serrant la main d'homme qui, il y a quelques mois seulement, l'aurait rejeté comme un fermier paranoïaque. Il se tint derrière le podium une seule fois, disant simplement que la vérité avait été enterrée, mais que la terre s'était souvenue. C'était tout. La compensation vint par étapes. Une partie financière liée à l'utilisation des terres et à la perte de récolte. Une partie logistique,
y compris un accès permanent à des systèmes de purification de l'eau, une infrastructure de gestion du sol améliorée et une surveillance fédérale des futures autorisations de forage dans un rayon de 10 miles. Plus d'une fois, Kendrick's Energy proposa de régler l'affaire privément avec un accord de non-divulgation joint. Jérôme les refusa tous. Kayla continua son travail sur le plan environnemental, supervisant les initiatives de replantation et documentant le rétablissement à long terme. Harry retourna à ses routines tranquilles, aidant occasionnellement Jérôme avec la clôture ou les réparations. Mais quelque chose avait changé en eux tous. Ils avaient vu ce qui se trouvait en dessous, et ils ne l'oublieraient jamais. Une année passa. La ferme fleurit à nouveau. Les fleurs sauvages revinrent le long du bord de la clôture sud. Les abeilles qui avaient jadis disparu retrouvèrent leur chemin. Les cultures poussaient plus hautes, plus épaisses. Le sol, enrichi de nouveaux soins et d'une nouvelle protection, produisit des rendements plus élevés que ceux que Jérôme avait vus en 20 ans. Mais plus que cela, le poids était parti. Le silence de la terre était à nouveau paisible et non hanté. Un soir, alors que le soleil plongeait bas et que le ciel saignait d'orange et de lavande, Jérôme se tenait sur son porche, tenant un verre de thé glacé. Les champs bruissaient dans la brise. Quelque part près de la grange, un renard fila devant la clôture, disparaissant dans les hautes herbes. La terre était entière à nouveau, et bien que sa mémoire ne s'estomperait jamais, elle avait pardonné. Pas oublié, mais pardonné. Il n'avait pas besoin de regarder les photographies encadrées ou les coupures épinglées au mur. Il se souvenait de tout. Le trou dans la terre, le pétrole volé, les noms, le tunnel, le feu, le silence, et il se souvenait du moment où tout avait commencé à changer, non pas quand le sol s'était ouvert, mais quand il avait choisi de ne pas détourner le regard. La terre avait chuchoté pendant des décennies, et finalement quelqu'un avait écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Regardez notre prochaine vidéo pour découvrir ce qui se passe ensuite.